sais que là, on a commencé en vrai. Ok, pas de souci. Ouais. Donc là, on était en train de plaisanter sur le temps de la présentation qu'on va mettre. Parce que vous savez qu'il n'y a jamais de présentation officielle, mais on va quand même vous dire qu'on est sur le podcast de l'Atelier Fit avec Adri qui est derrière la caméra cette fois-ci et moi-même. Et aujourd'hui, on accueille chez lui William Janssen. Ah, pas mal, pas C'est mal. comme ça qu'on dit? Ouais, c'est belge officiellement, donc Janssens. Janssens. Presque. Et je vais te laisser te présenter. Merci à toi de nous recevoir chez toi. On est à Genève. Il y a un chat qui dort là-bas. Et si j'avais sa capacité à cutter comme ça en 2 minutes et trouver le sommeil, ce serait génial, surtout dans le train. Ah ouais. Et voilà. On va te laisser te présenter. Alors, tu m'as dit que tu pouvais te présenter en 20 secondes, mais je vais quand même te dire qu'on a le temps de te Ok. laisser te présenter aujourd'hui. Ça marche. Donc, qui es-tu? Alors, Will Janssens, donc je suis de Genève, donc en Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai mon parcours académique, on va dire un peu strict, qui est du côté des sciences du sport. C'est l'équivalent de STAPS que vous avez en France. Et j'ai fait mes études entre Genève et Lausanne. Et j'ai complété une partie de la partie, on va dire, psycho du sport, sciences sociales et sport en Angleterre, à Bath, à the University of Bath. Donc j'ai pu apprendre aussi l'anglais et avoir aussi la capacité de lire assez facilement la langue scientifique aussi qu'est l'anglais. Du coup, j'ai pu approfondir ça pas trop mal. Et du côté de mon master, j'ai pris une tournure un petit peu plus physiologie de l'exercice où j'ai pu intégrer un groupe de recherche clinique, ce qui fait que j'ai pu m'intéresser à tout ce qui est un petit peu biochimie, physiologie humaine, etc. Puis intégrer directement un groupe de recherche pour voir un peu comment ça se passait. Et depuis, je me suis beaucoup orienté de ce côté en continuant de lire un petit peu tous les jours. Et depuis que j'apprends, je partage beaucoup sur les réseaux. Et il y a plein de choses qui se sont passées depuis. Donc encore en bref, ce que je peux dire, c'est que j'ai publié un livre coécrit avec Christophe Bonnefond sur la perte de graisse, qui s'appelle Les secrets de la sèche. Et actuellement, je suis en train de sortir aussi un petit module de formation pour continuer dans cette optique de partage des choses que j'apprends. Et je dirais, pour résumer, si je peux me permettre d'être informel avec 3 mots, que j'aime bien me qualifier de chieur sceptique enthousiaste. C'est-à-dire que j'aime bien toujours tout remettre en question, mais avec enthousiasme et avec respect pour qu'on puisse avancer dans le débat intellectuel. Voilà. Donc, chieur, sceptique, Ouais. mais enthousiaste. Exact. On va garder Toujours la enthousiaste. définition. Alors, moi, je suis venu vers toi parce que je t'ai connu via les réseaux. Et je pense que c'est via des profils. Il y a des gens qu'on doit avoir en commun. Et puis qui ont commencé à te mettre dans les stories, peut-être il y a de ça quelques mois. Oui. Puis je me suis intéressé. Et ensuite, j'ai vu que tu avais sorti le bouquin, le fameux bouquin, c'est Les secrets de la sèche. Mhm. C'est ça? Exactement. C'est ça le titre, avec Christophe Bonnefond. Avec Christophe Bonnefond. Et donc j'ai lu le bouquin et je me suis dit, ok, ça serait intéressant qu'on aille voir ce spécialiste de la sèche et des capacités du corps à se métamorphoser. C'est intéressant parce qu'on est bientôt l'été et les gens vont regarder le podcast juste pour ça, pour savoir comment on fait un six-pack. Est-ce qu'il existe des solutions miracles, même si je pense qu'ils vont être un peu déçus de la réponse qu'on va leur apporter. On va voir. Ouais. Pour avoir lu le bouquin, j'ai beaucoup aimé l'approche dont tu fais preuve et on va en parler aussi pendant le podcast. Quand est-ce que ça t'est venu cette idée de faire un bouquin sur la sèche? Alors, dans l'idée, moi je partage beaucoup depuis un moment et l'idée n'est pas venue de moi-même, c'est-à-dire que quelque part j'aurais pas été, j'ai envie de dire prétentieux en me disant ouais, je peux publier un bouquin, je serais resté aux publications sur Facebook on va dire à l'époque et ben justement Christophe Bonnefond est venu vers moi et m'a dit c'est vraiment cool ce que tu partages, ça fait un moment que je te suis et puis version courte. Faisons un bouquin. Okay. Et clairement au début je pensais pas que c'était possible. Elle dit si on y va, c'est parti. Et puis bon, je me suis lancé et concrètement ça m'a permis de faire un énorme travail de recherche là-dessus, mais l'idée du bouquin sur la perte de graisse vient donc de Christophe Bonnefond et donc on a pu écrire ce livre ensemble à partir de son idée et quelque part aussi avec tout ce que j'apportais comme synthèse de la littérature scientifique actuelle. Dans ce livre où voilà, il y a un peu plus de 200 références scientifiques, donc finalement chaque chose est appuyée avec une approche qui était conjointe entre la grande expérience de Christophe, les précédents livres qu'il a également fait, notamment avec Julien Vénesson, et au final mes propres expériences, ma propre manière d'aborder la chose en tant que sceptique enthousiaste, et du coup voilà, on a publié le bouquin, mais c'était au bout de... Ça a dû prendre presque une année au total entre l'idée, voilà, on fait un bouquin et puis on le publie. D'accord. Et on voulait le publier pour la sortie du salon du Body Fitness et il est sorti 3 jours après. Donc on s'est planté sur ce plan-là, mais en dehors de tout ça qui était juste un petit détail, c'était que du bonheur.
D'accord. Et ce que les gens qui ne te connaissent pas, parce que certains vont sûrement te connaître en voyant le podcast, c'est grâce à eux peut-être qu'on va pouvoir faire partager cette vidéo. Ceux qui ne te connaissent pas ne sauront peut-être pas tout de suite que derrière le parcours scientifique, il y a aussi un parcours pratique. Oui, Et tu m'as montré des photos tout à l'heure. Est-ce qu'on peut les retrouver sur oui, on peut ton tout Insta? retrouver, c'est Alors public sur attends, mon c'est quoi Instagram. ton compte Instagram? Alors c'est Will, donc William Oui. en abrégé, W-I-2-L, un trait en bas, coach, de nouveau un trait en bas et U, ce qui fait Will Coach You. C'est Ok. un jeu de mots à peu près aussi nul que ce que vous venez d'entendre. Donc il n'y a pas de fin de ce côté-là. Mais il y a Will et puis maybe at some point I will coach you. Et tout à l'heure, tu m'as montré les photos et tu as pratiqué toi-même ce qu'on appelle du bodybuilding. Exact. Yes. Est-ce que tu en as fait en compétition? Alors, j'ai commencé par, donc en 2014, une compétition qui s'appelle Musclemania Paris, où à l'époque, j'ai fait une compétition en tant que pratiquant naturel à la compétition en tant que modèle. Donc, c'est la catégorie, on va dire, peut-être la moins impressionnante d'un point de vue musculaire. Et juste après ça, et puis j'en parle volontiers, j'ai fait plutôt un côté powerlifting, donc compétition force athlétique. Et en même temps, je suis passé pendant un bref instant du côté du test, du côté obscur, si on peut dire ça. Et j'ai testé aussi 2-3 trucs de ce côté-là, et j'ai des performances qui sont montées assez rapidement. Donc en gros, je suis un scientifique qui teste, mais voilà, à peu près tout ce qui est disponible. J'ai du bol, j'ai pas eu de problème. Concrètement, je viens de dire que j'ai pris à une époque, il y a un peu plus de 3 ans, des stéroïdes anabolisants moi-même pour tester. Et Boum. puis voilà. 3 dislikes. Voilà, c'est fait, c'est possible. Et ben, pour le côté pratique, je suis passé à l'époque d'à peu près, j'allais dire 170, vous parlez peut-être pas suisse, 170 kilos au soulevé de terre à, voilà, en très peu de temps, 235 kilos au soulevé de terre. Et puis je suis passé de 75 kilos à 90. Donc voilà, ça plaisante pas, il n'y a pas de feinte de ce côté-là. Et effectivement, j'approprie pas du tout ça à le fait que j'avais des bonnes notions pour bien m'alimenter, mais bien sûr à cette aide plus, bon, une petite partie aussi du fait que je m'entraînais bien, mais voilà, clairement il y a une différence de ce côté-là. Donc j'ai le côté pratique aussi, le côté compétition de ce côté-là. J'avais voulu à l'époque du coup m'inscrire pour une compétition en bodybuilding cette fois-ci, et puis j'avais dû interrompre ça parce que lorsqu'on est engagé dans un fitness et qu'on est en sèche, dans les dernières semaines, on est quand même assez à fleur de peau. Et puis concrètement, j'ai failli perdre mon boulot à l'époque à cause du niveau de sèche et ce que ça implique voilà, en termes social. Là, vous voyez, j'ai le sourire, je suis enthousiaste et de bonne humeur. En fin de sèche, ben, chaque compétiteur a sa stratégie, mais il doit s'isoler socialement d'une certaine manière. Il doit quelque part mettre un voile et puis se dire, bon, bah, on va jusqu'au bout. Que d'ailleurs ce soit avec aide ou non, hein, de toute façon on arrive dans des pourcentages de masse grasse qui ne sont pas très sains. Mais donc voilà, je suis passé aussi par là, mais pas jusqu'au bout d'une compétition à très haut niveau. Et après ça, on va dire, après être quand même passé par 2-3 cas pratiques, en ayant fait un peu de force athlétique et puis en ayant fait ma première compétition, donc cette fois-ci naturelle, je me suis dit que moi ce qui m'intéressait c'était plutôt essayer de comprendre les mécanismes tout en continuant d'être cohérent, de m'entraîner moi-même, de me renseigner sur la nutrition. Mais c'était moins le côté athlète qui m'intéressait. Et donc je m'entraîne peut-être 3-4 fois par semaine en moyenne et pas 6 fois dans une optique de progrès. Et puis voilà, ça fait plus de 3 ans que j'ai plus rien touché en termes de stéroïdes anabolisants concrètement. Et donc on sait très bien que pour revenir à un certain niveau, sans aide, ben, la progression, ça reste particulier. Il y a la mémoire musculaire, mais voilà, il n'y a pas le même côté enthousiaste qu'on peut avoir dès le moment qu'on a touché un certain niveau. Voilà, je ne vais pas en mangeant simplement du poulet bio revenir à 90 kilos, quoi. C'est sûr. Alors, honnêtement, je savais pas qu'on allait aborder le sujet tout de suite. Pas de problème. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ce podcast-là, l'atelier Fit, j'aimerais qu'il aille vraiment hors des sentiers battus. Ouais. Et il y a un truc que je déteste, c'est de rien dire ou la langue de bois. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Et j'ai du mal avec les gens qui assassinent gratuitement. Notamment, c'est l'ère d'Internet. Donc des commentaires, t'en as, en veux-tu, en voilà, parfois incompréhensibles, mais bon, c'est gratuit, tu vois, ça coûte rien, un commentaire, c'est facile à envoyer. Plus difficile de faire des choses, ou de faire des choses qui font avancer la communauté, entre guillemets, du fitness. Mais il y a une espèce d'hypocrisie sur le dopage. On en a déjà parlé avec pas mal d'intervenants, dont un crossfitter qui était accusé de dopage et qu'il a mal pris. Forcément, quand tu fais des choses qui sortent du commun, bah, c'est pas appréciable pour les autres. Le gap est trop grand, il vaut mieux minimiser le gap entre toi et la personne qui est en train de réussir des choses par il est chargé, de toute façon c'est facile, nanani nanana. Et je pense que dans ce podcast, il y aura des intervenants sur le dopage. Bon, il y en a un qui est au Mexique, il est loin, mais un jour j'aimerais bien aller le voir. C'est un spécialiste du dopage qui a œuvré dans les grandes heures des premières
des premiers muscle and fitness. Ouais. Je cherche encore son nom, mais bon, si un jour je peux avoir ces gens-là sur le podcast, j'hésiterai pas parce que je trouve hyper hypocrite le débat sur le dopage. Je pense qu'on se trompe de bataille et que les gens connaissent très peu de choses sur le dopage. La première fois que j'ai eu un ressenti par rapport à ça, c'est que je voyais tout ce qu'on me disait en STAPS. Et puis un jour, je vois le documentaire c'était Faster, Bigger, Stronger. De. Comment il s'appelle? Bigger, Faster, Stronger, ouais. Des frères. Oh, j'ai plus le nom, mais. C'est. Marc Bell. Les frères Bell. Du coup, c'est 3 frères. Chargés comme des animaux, chacun pour des destinations différentes. L'un veut devenir pro en NFL, l'autre veut devenir lutteur professionnel, et Marc qui fait un peu des deux, et qui finira finalement par ouvrir sa gym et devenir spécialiste du fitness. Et ce qui est très drôle, c'est dans ce bouquin, dans ce documentaire, on explique un petit peu pourquoi le dopage fait... pourquoi on fait une fixette sur le dopage. Pourquoi c'est si important pour les gens de dire que le dopage c'est dangereux. Et c'est très drôle de savoir que c'est un sujet que personne ne maîtrise, mais tout le monde a une opinion sur le bordel. Qu'est-ce qui t'a amené à réussir à te doper? Excellent. Peut-être l'aborder comme ça, c'est plus simple. Peut-être un côté un peu atypique parce que moi, c'est ma propre curiosité. Concrètement, je pense pas que j'aurais franchi le pas si c'était pour ensuite concourir dans une catégorie où le dopage était proscrit. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par une catégorie où je pensais que tout le monde était naturel. J'ai quelques doutes maintenant, on va dire ça comme ça, par rapport à mes concurrents face à qui... mais je dis pas ça parce que je suis en train de rager de ne pas avoir été du même niveau, mais voilà, j'ai quelques doutes quand même par rapport à ce côté tacite où on dit voilà, c'est naturel comme ça, on peut se permettre de faire une compétition et puis il n'y aura pas de souci avec la loi, hein, concrètement. Et puis ce qui se passe en pratique. Mais c'est légal le dopage en Suisse? Alors, non, c'est pas légal, Okay. mais là où les personnes vont avoir des problèmes, c'est si elles-mêmes font une vente de produits, Mais tu concrètement. peux t'en procurer en pharmacie? Alors non, tu peux pas t'en procurer en Okay. pharmacie, et concrètement, si tu t'en procures, je pense que c'est de l'ordre de l'amende ou quelque chose, mais pas quelque chose de trop dangereux, uniquement légalement parlant pour la personne qui garde ça que pour elle, mais dès le moment qu'il y a un trafic ou quelque chose, voilà, on rentre dans quelque chose de plus Okay. dangereux, sur le plan légal. Après, on pourra aborder le côté santé si tu veux, mais en gros, moi j'ai commencé vraiment... quelque part j'ai envie de dire pour expérimenter et pourquoi pas en faire part par la suite, ce que j'ai pas fait sur le moment parce qu'effectivement au moment où on change et il y a beaucoup de choses qui se passent, on est dans l'illégalité concrètement et c'est aussi un truc qu'il faut garder en tête et donc c'est plus difficile aussi pour les athlètes d'en parler parce qu'il y a le côté sportif d'une part, il y a des fois le côté sponsor, il y a des fois le côté réputation bien sûr et puis il y a le côté illégal et donc tout ça à la fois je pense que ça justifie, sans dire que c'est une bonne chose, que pas mal d'athlètes le masquent, ou en tout cas ne le disent pas, ce qui ne veut pas dire que c'est suffisant ou que c'est honnête, mais voilà. Et puis, quelque part, à partir du moment où ça n'a plus été dangereux pour moi, je l'ai exprimé ouvertement sur les réseaux, parce que voilà, j'avais décidé, j'allais plus en toucher, je ne mettais pas en avant mon physique pour vendre un programme, justement, six-pack avant l'été en 6 semaines, mais concrètement, ça passe mieux avec une aiguille. Donc là, du coup, ça m'a permis de me distancer de ça, mais quand même d'expérimenter mes trucs, pour me dire que voilà, en faisant les choses intelligemment, on peut a priori éviter les problèmes, mais c'est même pas forcément sûr. Donc voilà, je dirais but totalement personnel à la base, expérimenter, voir, pourquoi pas partager après là-dessus sans hypocrisie. Le griffe que j'ai contre ces personnes qui font du dopage une guerre, attention, pas dans les sports, parce que si tu es dopé dans un sport où tu devrais pas l'être, y a problème parce que pour moi, ouais, en effet, t'es pas en train de concourir dans la même catégorie que les autres. Mais quand tu te charges pour toi-même, sincèrement, je vois pas pourquoi on vient te faire chier. Et dans le documentaire, en fait, il parle du premier procès d'intention qu'on a fait au dopage. C'était un fameux jeune qui était en NFL, qui essayait d'améliorer ses performances et qui s'est dopé et qui s'est suicidé. Et la famille, apparemment, était très puissante, si je me trompe pas. Si je dis pas de conneries, je vérifierai mes dires, mais en gros, le procès a fait le tour de l'Amérique et ils ont commencé à aborder le sujet avec des scientifiques, avec des psychologues et des spécialistes de la psycho, et ils ont dit oui, en effet, le dopage change particulièrement la personnalité des personnes et les rend possiblement, comment on appelle ça, quand tu as envie de te foutre en l'air, suicidaire et dépressive. Ouais. Et ce qui était pas forcément vrai, on le voit. Enfin, si ça marchait comme ça, tous les gens qui sont chargés auraient déjà sauté d'un pont.
Et on parlait des biais tout à l'heure, on parlait des biais, parce que tu parlais des biais aussi dans le bouquin, mais le biais, ça peut être aussi que, comme tu dis, le mec est en sèche et il contrôle plus rien, et c'est pas que juste les produits. Mais encore une fois, quand tu n'as rien testé, c'est compliqué d'en parler. Ce qui me dérange, c'est juste qu'on soit capable de faire la guerre contre ça et pas la guerre contre, tu vois, les sodas, le sucre fake, le fait que tout le monde fume, le fait que voilà, on soit dans des trucs qui soient hyper pollués, et même les gens qui, enfin, tu vois, si tu vas voir un spécialiste du cancer du poumon et qui fait la guerre à toutes les personnes qui ont des clopes à la main, c'est justement parce que lui aussi est biaisé, parce que le fait qu'il voit que des gens qui ont des cancers des poumons. Mais encore une fois, tu peux avoir un cancer du poumon sans avoir touché une clope, et ça, c'est la fatalité de la vie, c'est juste horrible. C'est difficile parce que dans un monde où en fait on essaye d'être dans des cases, c'est très rapide de dire mais le dopage c'est mal, le dopage c'est nul, le dopage c'est pas bien. Mais en fait, si ça tenait qu'à moi, je finirais ma carrière de coach par ouvrir une maison de retraite, où dans cette maison de retraite, je vais pouvoir mettre en place la meilleure charge possible pour les retraités, pour vivre pleinement leurs 10 dernières années. Peut-être qu'on va la réduire à cause des produits, mais ça serait génial. J'ai une idée comme ça, c'est une blague, hein. C'est un petit peu sarcastique, mais des fois je me pose la question. Des fois je me pose aussi la question de la nécessité du dopage sur des sportifs de haut niveau qui seraient blessés. Pourquoi le mec, c'était son boulot, il n'aurait pas le droit de se doper pour revenir à son niveau si c'était son métier? Tu vois, il y a des questions comme ça qui, alors, passer la bienséance ou la bonne morale, me font dire, attends, on est quand même des sacrés hypocrites. Voilà. Maintenant, je te laisse répondre à la question. Comment t'as perçu le fait de te doper? Sachant que c'est pas le sujet du podcast, on va pas y rester 1000 ans. Non, bien sûr. Mais alors, j'ai trouvé ça, et je vais insister sur le fait que c'est le terme littéral, incroyable dans le sens justement difficile à croire ce que ça peut permettre de faire. Et en ce sens, c'est vrai que voilà, une fois qu'on a pu tester, c'est impossible de dire que ça ne change pas la capacité de travail, c'est impossible de dire que ça ne change pas la force, c'est impossible de dire que ça ne change pas la récupération, c'est impossible de dire que voilà, on est en train de jouer sur le même niveau que les autres. Et l'avoir testé, ça permet vraiment de se rendre compte de la différence. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, dans la mesure où d'autres vont se dire, bon ben voilà, je le dis pas, je prends juste des petites doses, il y a plein de choses qu'on entend, et concrètement reste vraiment dans un message qui, à mon avis, fait plus de mal que de bien. Quelque part, eux, ils pourraient faire ce qu'ils veulent, bien sûr, mais dès le moment qu'on est exposé, que notre premier outil, entre guillemets, c'est notre corps, voilà, il suffit d'être là, par exemple, je suis présent, si avec le même t-shirt, j'avais 15 kilos de muscle en plus, même sans rien dire, je suis déjà en train de mentir par omission. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là que j'ai trouvé positives pour moi, parce que ça m'a permis de vivre une expérience et ensuite de pouvoir de pouvoir éviter l'hypocrisie concrètement. Mais je pense pas non plus que c'est quelque chose que j'ai trouvé super agréable pour autant, parce que ça nous fait rentrer dans le cycle des pour progresser à ce stade-là, tu es obligé de rester dans cet engrenage. Ouais. Et donc ça, c'est la partie qui m'a le moins plu et qui m'a vraiment ponctuellement dégoûté, au final déçu, puis ensuite j'ai fait la part des choses, je me suis dit c'était tout bon, mais concrètement c'est the bigger the better, donc plus on essaie de grossir, plus on a envie de grossir, et on reste dans cette espèce d'engrenage, et ça devient possible évidemment qu'avec la continuité de ce côté-là. Donc voilà, des moments qu'on casse avec ça. Pourquoi on s'entraîne, faut d'autres objectifs. Bon, j'ai 31 ans, je suis tout sauf vieux, mais voilà, l'idée c'est de rester en bonne santé, être en bonne forme, continuer de progresser, mais ce sera jamais voilà, si j'ai fait 90 kilos avec aide, tout à coup faire 100 kilos, ça c'est un objectif que je peux oublier. Ouais. Donc ça casse l'idée de progression par rapport à un potentiel qui est le nôtre, mais sans aide, sans un sang de mutant. Ouais. Je suis pas en train de faire, attention, sur mon plébiscite tout à l'heure, je suis pas en train de faire l'apologie du dopage, au contraire. Je voudrais juste faire réfléchir les gens sur tout ce qu'on accuse au quotidien. Il faut être vachement vigilant. Il faudrait peut-être moins regarder faudrait moins regarder la loupiote et reculer un petit peu pour se dire attends, mais qu'est-ce que je suis en train de critiquer finalement? Parce que souvent, peut-être qu'on ne regarde pas au bon endroit. C'est tout. C'est pas. Voilà. Je suis très content justement que tu aies la force d'affirmer. Moi, je l'ai fait, je l'ai testé. Maintenant, je peux en parler. Ok. Donc, voilà. Ouais, c'est sympa, mais je pense que pour aller un instant dans ton sens quand même sur ce sujet qui est important, il y a sport santé, il y a sport performance, et dans le sport performance et tout ce qu'il y a autour, ça devient très délicat de se permettre d'avouer certaines choses. Et là, c'est pas pour dire que
voilà, je félicite qui que ce soit qui soit dopé, c'est juste pour dire qu'il y a un contexte dans lequel les choses se passent. Et si on veut de la performance, si on veut, bon, c'est pas un scoop de parler du Tour de France et de 2-3 petites Ouais. bricoles qui se passent là-bas, Le mais si pot on belge. veut, voilà, si on veut des performances qui n'ont rien de physiologique à un certain stade, enfin bon, qui pourraient être impressionnantes si c'était possible, mais on en doute de plus en plus, eh ben voilà, l'hypocrisie va aussi dans l'essor du public, les personnes qui favorisent ça, et puis voilà, c'était juste pour Ouais. dire que tout le monde a une part de responsabilité. L'hypocrisie qui me touchera le plus, c'est celle des marques. C'est le fait de présenter Ouais. des athlètes sponsorisés, comme tu disais, qui ont des physiques incroyables dans une bonne partie de l'année et qui vont derrière mettre à profit tout ça, comme tu disais, pour vendre une marque de protéines. C'est un peu comme le mec qui est surtanké dans la boutique de protéines à côté de la salle de sport où tu vas t'entraîner et puis qui dit bah prends ci, prends ça et prends ça. Alors, Ouais. merde, vous êtes en train d'influencer des gamins qui vont se saigner pour acheter 60 balles ton pot de prot et je sais pas quel booster testo Ah oui. Z même à 3D je sais pas quoi. Et genre, dis-lui que tu charges. Explique-leur les dangers, éduque les gens. Éduque les gens aussi sur une approche sur le long terme, comme tu disais. Et puis, on les chargera juste quand ils seront en maison de retraite pour vivre des meilleures fins de vie. Quand j'aurai ouvert mon centre. Le fameux. Non, voilà, c'est surtout là-dessus où j'ai du mal quand on influence voilà, des jeunes et voilà, on sait très bien pertinemment ce qu'on est en train de réaliser. Mais c'est un peu le circuit qui est comme ça. Oui. Alors nous, on va pas parler de dopage justement aujourd'hui, même si ça nous a pris un peu de temps. On va parler de la sèche, on va parler des changements physiques et surtout on va parler de toi, de ce dont tu parles dans le bouquin. Ouais. Ce dont tu parles dans le bouquin, c'est la sèche. Mais t'en parles de deux manières différentes. T'en parles de deux points de vue. Tu parles d'une sèche de quelqu'un qui voudrait perdre naturellement du poids parce que lié à un surpoids quotidien. Et tu parles aussi des cas, et ça c'est un petit peu particulier au bouquin, c'est-à-dire que tu fais toujours le pont des personnes qui seraient dans le culturisme ou dans le bodybuilding ou qui seraient dans un objectif de compétition. Tu fais souvent le parallèle et c'est très intéressant dans le bouquin. À quel moment tu as eu cette idée-là de faire le pont entre les deux ? Ah, bah alors, t'es la première personne qui me présente ça comme ça et ça me fait vraiment plaisir d'avoir justement ce parallèle qui est mis en avant. Pour moi, les bodybuilders, si on laisse 2 secondes, donc du coup le cas du dopage, donc il existe du bodybuilding naturel, pour moi ce sont les Formule 1 de la perte de graisse. Les personnes qui perdent de la graisse et uniquement de la graisse, c'est-à-dire tout en conservant la masse maigre, mais notamment surtout le muscle, sont des personnes qui défient un petit peu les lois de la physiologie, on aurait envie de dire, parce que lorsqu'on perd du poids, on imagine qu'on est un investisseur. Pourquoi est-ce que notre corps garderait un tissu qui utilise autant d'énergie que la masse musculaire ? On sait que la masse musculaire dépense un petit peu plus de masse, de calories que la graisse. Donc si on a un déficit budgétaire, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est pas à ce moment-là qu'on va investir dans du nouveau matériel, etc. C'est le moment où on va à l'économie. Ouais. Et là, du coup, pour tirer quelque chose de bénéfique, pour ensuite éventuellement utiliser les principes qui permettent de garder le muscle et perdre de la graisse de manière durable, plus ou moins, eh ben, on peut faire le parallèle entre utiliser les freins d'une Formule 1 pour ensuite utiliser les freins pour une voiture de monsieur et madame tout le monde. Même principe, on peut utiliser les principes qui permettent de garder du muscle tout en perdant de la graisse et appliquer ces principes, évidemment pas au même niveau de rigueur pour monsieur et madame tout le monde. Et du coup, on peut se dire, pourquoi pas d'abord gérer la nutrition correctement et ensuite faire confiance à la nutrition pour manger juste un peu moins et utiliser la musculation pour stabiliser le mieux possible la masse maigre. Et du coup, on fait le parallèle et on se dit, n'importe quoi qui stimule assez le muscle pour monsieur et madame tout le monde permet de garder un stimulus assez intense pour dire, on va perdre quelque chose, mais on garde le muscle. Et du coup, ça permet de faire le parallèle. Parce que les meilleures personnes pour garder le muscle dans des situations extrêmes, ce sont les bodybuilders. Alors, dans les salles de sport, quelles qu'elles soient, on va pas parler de crossfit, de fitness, de salles de global gym, mais on entend souvent c'est facile pour lui parce que lui il était déjà musclé, c'est normal qu'il arrive à sécher. Et dans ton bouquin, on lit exactement l'inverse. Quand tu parles justement de banque, tu fais beaucoup de rapports, tu fais beaucoup d'analogies, c'est facile à comprendre du coup parce que c'est facilement expliqué. Tu nous expliques que finalement, plus le taux de graisse est bas, plus il va commencer à être difficile à perdre, notamment au profit de la masse maigre qui reste en place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Ouais, carrément. En fait, l'idée est que c'est plus facile de perdre quelque chose qu'on a en opulence. Si on imagine qu'on a des stocks à gérer, et puis j'invente, il y a 50 bouquins que j'ai plus envie de lire, c'est facile de dire, bon bah tiens, je te donne un de ceux-là, je les ai déjà lus. Par contre, moins on en a de ces bouquins, plus Ouais. on va avoir de la peine à en laisser. Donc le principe est à peu près le même en fait au niveau de notre corps et des différents tissus qu'on a. Il y a des tissus qui sont plus ou moins précieux. Évidemment, personne ne va céder une partie de son cerveau ou de son cœur ou ce genre de choses. On a quelque part des priorités à gérer. Et dès qu'on est en déficit calorique, donc on revient sur cette idée de déficit budgétaire, moins on a de quelque chose, moins le corps va le céder facilement. Et si on arrive à des taux de masse grasse qui sont très faibles, en dessous de par exemple 7-8%, ce qui est proche de la limite de ce qu'on peut atteindre. Alors ensuite, on ne sait jamais exactement si on peut se permettre de dire 3, 4, 5%, mais quand on est très bas, ça devient beaucoup plus facile, quand on a quasiment plus que du muscle, de perdre du muscle, et ça devient extrêmement dur de perdre de la graisse vu qu'on en a quasiment plus. Ouais. Tu as un mot pour ça, le fat burning point. Euh, Comment t'appelles ça? alors, Le point où tu as un taux de masse grasse ouais. qui est la référence pour ton taux d'activité Ah, d'accord. normal. Oui. Comment Ouais. t'appelles ça? Est-ce que tu peux me Alors, il rappeler? y a plusieurs manières de le dire, mais ce qu'on pourrait appeler le body fat set point Ouais, le en body anglais, fat set point. c'est l'endroit où quelque part entre ce qu'on fait maintenant, admettons, prenons un cas concret, 3 séances de musculation, je fais 10 000 pas par jour et je mange un peu ce qui me plaît, mais je garde toujours cette activité physique, je suis peu stressé, le corps, au bout d'un moment, va trouver un équilibre. Si à ce même équilibre, on remplace 2-3 trucs, on stresse un peu plus, on dort un peu moins, et puis on fait 2 entraînements de moins par semaine, on va avoir un nouveau body fat set point, probablement plus gras qu'à l'époque, mais ce sera un nouveau point d'équilibre. Et si à l'inverse, on fait extrêmement attention à son entourage, qu'on mange des aliments bien spécifiques pour faire en sorte de ne pas trop manger trop facilement. Ok. Par exemple, on laisse de côté, je sais pas, je vais pas citer de marque, mais les cookies, les donuts, les pizzas, toutes ces choses très faciles à manger en grande quantité. Et ben on Super peut facile. un peu trop facile. D'ailleurs, il y a un truc de l'industrie derrière. Ouais. Et du coup, on peut se permettre de modifier ce body fat set point. Et ensuite, la dernière étape, c'est qu'on peut dire, pour la compétition, on est en dessous de ce body fat set point. Ça veut dire qu'on ne peut pas être à l'aise, on ne peut pas se sentir bien avec un pourcentage qui est quelque part au-delà de la physiologie humaine santé. Donc, on est tellement sec que certaines personnes ont mal en dessous des pieds parce qu'ils ont tellement plus de graisse qu'en dessous des pieds, ça part. Ils n'arrivent plus à s'asseoir parce que quand en s'asseyant, on se dit wow, bah, j'ai mal aux fesses parce qu'on va directement toucher une partie d'un os ou autre. Et les ça os devient du cul compliqué. pointu, du Ouais. coup. Ouais, le fameux. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. C'est pas physiologique à ce stade-là, c'est la compétition. Ok. Ouais, je me souviens d'un témoignage d'un bodybuilder qui était en compète, qui avait pris, je crois, du flocon d'avoine pour encore absorber un peu plus d'eau. Ok. Et qui parlait de ça, qui parlait de sa douleur à poser les pieds par terre, Oh, ouais. que ça devenait insupportable. Tu l'as expérimenté, ça? Ouais, quand on a mal aux pieds, effectivement, c'est qu'on atteint un stade assez poussé et je l'ai expérimenté, mais je suis jamais allé à un niveau comme certains qui justement sont tellement bas que concrètement on a beaucoup plus de chances de se blesser aussi parce que toute la graisse peut potentiellement partir. Tout ce qui peut éventuellement protéger un peu les organes, etc. Bah, les graisses viscérales, une partie est nécessaire. Bah, là, si tout à coup on a un choc et que, bah, je sais pas, on tombe à vélo, en scooter, Ouais. peu importe, alors qu'on est très bas en masse grasse, il n'y a rien qui protège. Il n'y a quasiment plus rien. Ok. Parce qu'on a un film à la place de la peau, mais à l'intérieur aussi, ce qui protège les organes est quasiment plus là. Donc on est littéralement vraiment affaibli, on est à un état qui n'est pas physiologique. Ce qui est parfois un petit peu surprenant, c'est quand on voit des photos des personnes en préparation, des filles ou des gars, et qu'on les voit quelques jours après la compète. Et parfois, ils ont un corps plus sympa après une recharge, ou quelques mois avant la compète, le corps est beaucoup plus attrayant physiquement que finalement ce qu'on nous démontre le jour de la compétition. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris le bodybuilding, parce que j'ai toujours trouvé les corps beaucoup plus volumineux, harmonieux, quelques mois post-compète, ou parfois un peu après la recharge. Ce corps paraît complètement asséché, c'est vrai que c'est le corps de compétition, mais autant la personne nous démontre ce qui devrait être le physique parfait, selon leur concours, la définition, l'harmonisation du haut du corps, du bas du corps, de droite, de gauche, de devant, de derrière, mais parfois c'est vrai que le corps paraît meurtri, un peu atteint. Il y a, pour aller exactement dans ton sens, un critère de sèche extrêmement poussé, ça s'appelle en anglais de dead face. Donc quand on a la tête de quelqu'un qui est sur le point de mourir, qui est vraiment à les joues tellement creusées qu'elle a une tête littéralement de quelqu'un qui va mourir. Et c'est un critère de qualité de sèche. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une grosse distinction entre sport, santé, sport, performance. Quels sont les critères? Et puis là, on parle évidemment de catégories qui vont vraiment
bon, trop loin à mon goût du côté de la santé, parce que malgré mes propres expérimentations, je suis beaucoup plus du côté de la santé, même si ça peut paraître un peu ironique. Et du coup, je peux mentionner un autre exemple. Il existe des catégories où, par exemple, le classique physique qui est en train de ressortir parle un petit peu de l'ère d'Arnold Schwarzenegger. Vous n'étiez pas sec, découpé, quelque part, musclé, certainement en 2P à cette époque-là aussi, mais le look n'avait rien à voir parce que le but était justement d'avoir un look qui allait plaire à plus de monde que et là c'est un débat, hein, mais moi j'admire énormément les athlètes qui sont parmi les plus massifs de la planète, j'en connais personnellement certains, et c'est les critères souvent de performance qui passent avant les critères d'esthétique, je dirais, pour 99% Ouais. des gens, ça c'est certain. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que les gens ont envie de ressembler ou se mettent à la place d'eux quand ils s'entraînent parce qu'ils se projetteraient avec le physique de telle ou telle personne. Et quand on reprend une population lambda, population générale, c'est vrai que l'attrait est pour les sportifs de haut niveau, même dans ces catégories-là. Et ce qui est difficile à faire comprendre, par exemple, des gens je sais que tu coaches, à des gens que tu vas coacher, c'est de leur dire notre objectif n'est peut-être pas là. Et surtout, une Formule 1, c'est incroyable, c'est super rapide. Tu vois la course, tu te dis waouh, c'est peut-être le plus beau prototype qu'on ait créé en termes de voiture. Ça va vite, ça peut aller longtemps, c'est super fiable en termes de virage. Mais en fait, si tu allais tous les jours au boulot avec ta Formule 1, tu comprendrais à quel point ça fait mal. Genre, ça serait plus du tout le même outil, ça serait plus du tout l'outil agréable que tu vois à la télé. Et parfois, c'est un petit peu la comparaison qu'on peut faire avec ces physiques-là ou l'entraînement des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que l'entraînement du sportif de haut niveau n'est pas fait pour forcément le bien-être. Oui, je ne sais pas dans quelle mesure tu veux qu'on saute éventuellement d'un sujet à un autre, mais si on prend le bodybuilding d'un côté, puis on prend les sports de l'extrême de l'endurance de l'autre, Ouais. où finalement on reste dans ce côté santé ou, entre guillemets, performance, les athlètes de très très haut niveau d'ultra trail et ce genre de choses font des performances absolument incroyables et je remets absolument rien en question de ce côté-là. D'un point de vue santé, notamment santé métabolique, on observe beaucoup de troubles qui pourraient correspondre à ce qu'on pourrait qualifier d'une hypothyroïdie subclinique, c'est-à-dire des personnes qui ont une dépense tellement énorme que toutes ces calories dépensées sur la journée, ça peut être plus de 10 000 calories selon les events, c'est des calories qui ne sont plus disponibles pour notre cerveau, pour notre foie, pour nos reins, etc. Et donc, l'idée est de faire une économie et de devenir plus économe que la personne à côté de nous. Et quelqu'un qui peut dépenser de l'énergie avec un métabolisme entre guillemets sain, quelqu'un qui n'a pas de problème avec le fait de manger un peu plus et de dissiper cette énergie sous forme notamment de TEF, le Thermogenic Effect of Food, et puis qui va bien répondre à une alimentation, pour quelqu'un qui fait de l'ultra trail, si quelqu'un gaspille de l'énergie, il va perdre au final. Donc il y a quelque part une adaptation qu'on pourrait qualifier de malsaine avec des critères relativement objectifs, qu'on va trouver chez des athlètes qui sont extrêmement bons dans leur domaine, mais qui n'arrivent pas à rééquilibrer cette dépense colossale de personnes qui s'entraînent des fois 3 fois par jour, 1 heure, 3 fois par jour, une fois 1 heure, une fois 1 heure et demie, une fois 2 heures. Il y a les triathlètes, il y a tous les athlètes de haut niveau. Et là, c'est pas non plus quelque chose de sain, alors qu'on voit ça comme le modèle d'un athlète en bonne santé. Ouais. Quelqu'un qui a un cœur d'athlète, par exemple, etc. Donc il y a plusieurs modèles à revoir, mais je pense qu'un petit peu de sport qui nous permet de progresser un petit peu, qui nous permet de récupérer face à ce stimulus, si on parle du côté plus entretien de la santé, avoir quelque chose qui nous plaît, qu'on peut tenir sur la durée, qui ne va pas augmenter notre risque de blessure ou de contracter telle ou telle maladie, c'est du sport santé. Dès le moment qu'on cherche vraiment à se surpasser, on est déjà dans une optique où peut-être tôt ou tard, on va arriver face à quelque chose qui sera moins sain pour nous, quoi. Okay. Et c'est le côté impressionnant, malheureusement, mais c'est souvent plus le côté sain, à 100% du moins. Ouais. Tu as dans ce bouquin établi plusieurs piliers pour arriver à nos fins. Ouais. Imaginons que moi je sois un sportif lambda qui ait décidé de perdre un petit peu dans mon poids parce que je pars en vacances. Ouais. Quelles sont les premières choses que tu mets en place chez ces personnes-là? Qu'est-ce que tu vas leur conseiller en termes d'application pratique? Alors si on reste dans le pratique, c'est aussi ce qui marche le mieux en théorie, donc c'est de faire le point sur là où on en est. Alors ça paraît tout bête, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Donc cette petite phrase toute simple peut résumer le fait où est-ce qu'on se situe d'un point de vue métabolique en termes de maintien, par exemple calorique. Si une fois on accepte pendant 3, 4 jours, peut-être même une semaine, de noter tout ce qu'on mange sur des applications, il y en a partout, elles sont toutes gratuites et très faciles à utiliser, et puis qu'on voit en moyenne où on se situe en mangeant à notre faim.
et qu'on se dit, bon, bah, c'est marrant, j'avais aucune idée que j'allais manger 2700 calories en moyenne sur une semaine. Je pensais manger beaucoup moins ou je pensais manger beaucoup plus. Justement, c'est la surprise. Et mon poids n'a pas bougé. Donc on peut se dire, super, 2700 calories, si la personne n'a pas bougé, on est au maintien. Et du coup, à partir de là, on peut commencer à travailler. Donc quelque part, une fois qu'on sait d'où on part, on peut commencer à dire, bon, bah, on aimerait perdre de la graisse à une vitesse qui est soutenable et régulièrement faire ce qu'on appelle des pauses ou des maintiens caloriques, dans le terme qui est utilisé dans le livre. Et ce que ça permet de faire, c'est de faire beaucoup mieux que 9 personnes sur 10. Qu'est-ce que j'entends par là? Si demain, dans une grande population, tout le monde décide de perdre du poids, dans 5 ans, on revient, puis on regarde qui a repris le poids que la personne a perdu initialement. Il y a 9 personnes sur 10 qui ont récupéré le poids perdu. Donc reprendre le poids perdu, c'est la norme. Et donc il faut faire autrement pour pouvoir perdre du poids sans avoir un six-pack pendant peut-être quelques semaines et revenir avec peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos en plus peu de temps après parce qu'on n'aura pas pu tenir le truc. Donc 3 critères. 1, regardez où on en est, regardez d'où on part. 2, accepter de perdre du poids à une vitesse qui est appropriée. Puis on pourrait dire par exemple entre 1,5 et 1% du poids par semaine pour donner quand même un chiffre. Quel est le risque si on perd trop rapidement du poids? Et si on perd trop rapidement du poids, on perd du poids qu'on appelle du poids indiscriminé, c'est-à-dire on va perdre de la graisse, mais très probablement autre chose. Et très probablement que dans un cas où on est en déficit calorique, ça va être dur pour le corps de garder la masse musculaire. Et très peu de personnes, en perdant du poids rapidement, vont réussir à maintenir leurs muscles. Donc la limite, elle est là. À quelle vitesse je peux perdre du poids sans pour autant empiéter sur le reste qui est important et qu'on n'aimerait pas perdre? Donc ça, c'est tous les secrets de la sèche, entre guillemets. Par exemple, si je vais à la salle, ouais. C'est vrai que je m'entraîne, donc c'est que forcément j'avais envie d'avoir un petit peu plus de chest bra, voilà, pour les vacances, un peu plus d'abdos, en tout cas que les abdos soient visibles. Et du coup, on va pas dévoiler tous les secrets, il faut que les gens aillent voir ce livre. Mais tu parles quand même de choses simples, c'est-à-dire que si tu dépasses un certain nombre de poids à une certaine quantité perdue par semaine, tu risques, même si tu gardes une activité physique régulière, d'entamer ta masse maigre. Oui, alors un concept qui peut sembler compliqué, qui est en fait extrêmement simple, c'est quel est le débit qu'on peut avoir. Donc c'est comme si on ouvrait plus ou moins un robinet et on se dit, avec la quantité de graisse qu'on a actuellement, j'invente, quelqu'un qui a 20% de masse grasse, elle peut perdre tant de graisse. Donc elle a tant à disposition, elle peut ouvrir le robinet à ce point-là. Si elle ouvre le robinet plus vite, ça ne peut pas venir de ce même tissu, donc la graisse. Donc ça doit venir d'autre chose. Si ça ne vient pas de la graisse, c'est qu'on perd par exemple du muscle. Par exemple, bon, il y a plusieurs masses qu'on pourrait prendre en compte parce que la masse maigre, c'est tout ce qui n'est pas de la graisse. On peut perdre même un petit peu de masse de nos organes. Mais concrètement, si on regarde vraiment comment perdre du gras et que du gras, il y a une limite max à laquelle on peut perdre. Et si on est un petit peu plus gras à la base, on peut peut-être perdre un petit peu plus de graisse parce qu'on en a plus à disposition. Et plus on devient sec, pour utiliser le terme, plus on devient, en gros, je dirais athlétique par rapport au look, plus il faut prendre de précautions. Et quelque part, plus on est athlétique, plus c'est intéressant de perdre seulement 0,5% de son poids par semaine. Donc si on met un chiffre, quelqu'un de 60 kg ne devrait pas perdre plus de 300 grammes par semaine, ce qui semble rien du tout. Sur un mois, tout à coup, ça fait un bon chiffre, ça fait quand même un peu plus d'1 kilo par mois. Mais plus rapidement que ça, probablement qu'une personne déjà très athlétique avec des muscles bien dessinés va devoir concrètement taper dans la masse musculaire également pour donner des calories. C'est combien de calories on donne? Et une fois qu'on a fini et qu'on ne peut plus payer avec la graisse, concrètement, on va payer avec autre chose. D'accord. Et en termes d'application pratique, je sais que tu mets à disposition dans le cas des calculs simples pour réussir à déterminer justement ce poids que tu peux perdre par semaine. Si tu mets en place certains choix dans ton mode de vie, on va dire. C'est-à-dire que toi, tu vois ça du point de vue de l'alimentation, mais pas que. Oui. Donc tu parles aussi de l'environnement et tu parles aussi des habitudes qu'il faut quelque part remodeler. Et je sais que tu fais tes coachings perso, donc des suivis, et tu utilises donc ce modèle de 2 semaines, 2 semaines. C'est-à-dire que tu as 2 semaines où tu vas perdre du poids, essayer de perdre la masse grasse, et 2 semaines où tu vas permettre à la personne de stabiliser son poids. Oui. Pourquoi ce choix? En fait, ce choix vient de la norme. La norme, pour répéter, c'est que quand on perd du poids, on a 9 chances sur 10, pour prendre un groupe lambda, de reprendre le poids perdu. Quelque part, le corps est beaucoup trop intelligent. On est une espèce de machine de survie sur des milliers d'années d'évolution. Perdre du poids sans raison, comme ça, le corps a tout intérêt à récupérer cet ancien point d'équilibre, concrètement. Okay. Donc, quelque part, il faut perdre du poids en allant
avec son corps et pas contre lui. Et c'est ça toute la différence de cette petite manipulation, c'est qu'on dit, alors on sait que perdre du poids c'est mal perçu, donc assez vite on va dire au corps, non t'inquiète, il y a de nouveau assez à manger, tout baigne, c'est pas un hack mais c'est presque un petit peu l'idée, c'est qu'on lui dit, oui alors t'as perdu un peu de poids, mais t'inquiète, on va s'habituer avec ce nouveau poids, on va être bien dans ce nouveau corps, et on va pas juste continuer à stresser et à dire, je me sens mal, j'ai faim, je dors pas, je suis susceptible, je suis à fleur de peau, et c'est là qu'il faut justement faire plus. Non, en fait régulièrement on dit à notre corps, je sais que ça n'a pas été facile, je sais que la perte de poids, c'est un déficit budgétaire, calorique, peu importe comment on le voit. Régulièrement, il faut dire, si, tout va bien. On est de nouveau à une période de maintien, et seulement une fois qu'on a restauré un certain maintien, on peut repartir. Et on peut, chaque fois qu'on diminue et qu'on bloque, diminuer les calories. C'est une des méthodes. Mais c'est une méthode qui est plutôt pour la compétition et pour des personnes qui ont un mental d'acier que pour monsieur et madame tout le monde qui concrètement auraient tout intérêt à chaque fois qu'elles valident un certain checkpoint, comme on pourrait dire, ok, je suis parti à 80 kg, maintenant je fais 75. Super, prouve-moi que tu ne vas pas reprendre du poids. Ensuite on repart. Ah bravo, 70, mais en 2 étapes. Prouve-moi que tu ne vas pas remonter à 80 de nouveau. Et quelque part, il faut mériter, par ces petites phases, le poids qu'on a perdu. Parce que la norme, encore une fois, c'est de reprendre le poids. C'est le yo-yo, le fameux effet yo-yo que tout le monde fait. Donc on ne peut pas dire, j'ai perdu 15 kilos, ça a marché, mais j'en ai repris 17. Si tu en as repris 17, c'est que ça n'a pas marché. Ouais. Donc voilà la stratégie. Ça vient d'un truc tout bête. Faire des paliers. D'accord. Ce qui doit parler à beaucoup de monde, parce que j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec pas mal de personnes dans les salles où j'ai travaillé et qui souhaitaient perdre du poids. Et en fait, quand tu as une discussion beaucoup plus longue avec ces gens-là, tu t'aperçois que le poids qu'ils veulent perdre maintenant, c'est très loin du poids qu'ils voulaient perdre au premier régime. Donc tu peux avoir une personne qui souhaite perdre 3-4 kilos, mais qui finalement, elle te dit j'en ai pris 15 depuis mon premier régime. Notamment, j'ai eu beaucoup de discussions comme ça avec certaines femmes. Tu fais toi un point sur justement la capacité des femmes à suivre une telle méthode selon les cycles menstruels justement et le stress. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Oui, carrément. Alors en fait, l'avantage, c'est que cette méthode, elle inclut quelque chose qu'on peut généraliser un petit peu plus, c'est que quand on met un stress sur l'organisme, sachant que manger moins, c'est une forme de stress, ouais. Manger plus aussi, cela dit, mais si pendant un moment tu manges moins et que tu es stressé, et que tu tombes sur une période où tu es davantage stressé, ça peut être pour un homme comme une femme, une période délicate au niveau professionnel, mais pour une femme spécifiquement par rapport au cycle menstruel, cette fameuse semaine où, évidemment, les réactions sont différentes d'une femme à l'autre, mais si une femme se sent spécialement pas bien à un moment, c'est pas le moment où il faut rajouter un stress supplémentaire. Donc en fait, placer une phase de maintien sur une phase qui est délicate, selon les sensations de la femme en question, ce sera à elle de le définir. La semaine difficile, autant placer une dissipation du stress, une semaine de maintien à ce moment-là, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de se dire je pars sur 2 semaines, et même si je stresse, c'est égal, à la base c'était mon déficit, je suis obligé de le garder, on peut plus aller avec le corps quelque part. D'accord, donc on pourrait parler aussi de gérer ce stress hormonal. Oui, totalement. Lors des menstruations et de se dire ok, cette semaine de, comment tu appelles, le refeed? Ouais, on peut l'appeler le refeed, on peut l'appeler le maintien, on peut l'appeler de plusieurs manières, ouais. Donc ça serait peut-être le moment où je pourrais acter sur ce... On pourrait même faire un truc qui va plaire, je pense, aux personnes qui nous écoutent, ce sera les auditrices en l'occurrence, c'est la période où on a le plus envie justement de chocolat, de manger davantage, c'est aussi là qu'il faudrait manger plus. Okay. Donc c'est une manière de répondre adéquatement à une augmentation ponctuelle de l'activité métabolique. On parle au foot parce que les gars, non, vous c'est pas... T'avais dit que je pouvais manger du chocolat quand j'en ai... Non, dans l'idée, selon le moment du cycle, la phase où justement on a un petit peu plus faim, on a tendance à augmenter aussi un petit peu la dépense calorique par rapport aux fluctuations hormonales. Ça peut se compter, selon les femmes, en plusieurs centaines de calories, donc pas 900, plutôt 200, 300 maximum. Mais ces 200, 300 calories, si elles sont intégrées de manière intelligente dans une approche, on peut dire, c'est là que tu as plus faim. Tu as un budget de 200 calories, par exemple de fruits ou de sucre sain. Je ne parle pas de foncer sur un paquet de biscuits et de manger 1500 au lieu de 200 calories. Mais ça fait quand même du coup... un bon paquet de nutriments qu'on peut avoir en plus en se sentant mieux et puis en allant plus en adéquation avec l'état hormonal actuel. Quel est le risque d'avoir un organisme stressé quand tu essayes de faire une sèche? Alors le risque d'un organisme stressé, c'est de moins facilement mobiliser des graisses pour plus facilement mobiliser de la masse qui n'est pas de la graisse, donc potentiellement du muscle aussi. D'accord. Concrètement, et ça c'est un cas très pratique, si un client ou une cliente vient vers moi et me dit sur un stress, si je dois choisir entre 0 et 10, je suis à 8, donc quelqu'un de très stressé, boulot, peu importe, je risque de refuser la personne. Si elle me dit j'aimerais perdre du gras, mais je suis stressé, je lui dis reviens me voir,
quand Ok. tu seras moins stressé, parce que je sais pertinemment que cette personne a beaucoup plus de chances de perdre de la masse maigre, ce tissu précieux quelque part, surtout pour les personnes qui ne sont pas très physiquement actifs. On ne parle pas d'un bodybuilder, on parle de personnes qui ont déjà de la peine à accumuler du muscle. Si ces personnes perdent ce peu de muscle qui leur permet concrètement de dépenser pas mal de calories aussi sur la journée, Ouais. un petit peu plus que la graisse du moins, eh ben, c'est un investissement catastrophique pour la suite. Elles ont même plus de chances de reprendre du poids par la suite. Donc le stress, comme le manque de sommeil d'ailleurs, ça va dans la même direction, ça peut vraiment empiéter sur la qualité de la perte de poids, en direction de pas être capable de perdre autant de graisse et potentiellement perdre plus de muscle au passage. Ouais. Tu mentionnes Brad Schoenfeld dans ton livre. Oui, Et tu fais bientôt de toute façon un séminaire, il me semble, à Paris, oui, où tu vas exact. parler d'hypertrophie Oui. également. Et le sommeil, c'est ce qui semble être le plus négligé par la génération qui arrive. C'est-à-dire, j'ai le mode d'entraînement qu'il faut, je fais gaffe à ma bouffe, je prends même des suppléments, genre la cerise sur le gâteau. Mais par contre, je suis capable de cutter 2 heures de sommeil juste pour aller m'entraîner le matin avant d'aller bosser. Ce qui est peut-être la pire des stratégies, soit en termes d'entraînement, parce qu'on ne peut pas s'entraîner à fond en ayant loupé ces fameuses 2 heures de sommeil qui nous manquaient. Et on ne peut pas visiblement acter sur un corps si ce corps il est affecté par le manque de sommeil. Comment tu gères ça en termes de perte de poids? Alors, il y a plusieurs stratégies. En fait, dans la première idée, on peut suggérer à la personne de régler son problème avant de faire quoi que ce soit. Mais ça marche en général pas très bien. Par contre, ce qui marche bien en pratique, c'est dire, ok, je veux bien t'aider à perdre du poids, mais si jamais il y a, parmi les critères que je vais donner tout de suite, des critères qui représentent des signaux d'alarme, on arrête et on fait de nouveau un maintien. Par D'accord. exemple, je pourrais dire à la personne, tu me donnes 3 indicateurs, combien d'heures tu dors en moyenne par nuit, et si la personne passe en dessous de 6 heures, je fixe ça arbitrairement, on pourrait dire, ok, là tu as dormi plusieurs nuits de suite, moins de 5 heures, on arrête. On fait une phase de maintien parce que c'est trop dangereux. Deuxième truc qu'on peut faire, si la personne passe de, je sais pas, 5 sur 10 en termes de stress à 8 sur 10, 9 sur 10, pareil, c'est un signal dangereux. Et si, encore autre chose, je vois que sur une question simple, est-ce que les performances se maintiennent à la salle de musculation ou pas, et les performances chutent, pour moi c'est 3 voyants rouges et puis on doit absolument faire une pause à ce moment-là. Ou alors, on sait qu'on est en train de perdre du muscle. Ouais. Et là, du coup, ce serait un choix qui est en tout cas pas un choix de santé. Ce serait pour, voilà, je sais pas si on a un contrat et le but c'est j'ai signé pour perdre 3 kilos. Ben, on peut perdre 3 kilos, notamment de la masse maigre, il n'y a pas de souci. Mais ce serait pas bon pour la suite. Donc Ouais. voilà. Le plus difficile, c'est de maintenir cette fameuse masse maigre Et du coup, ouais. tout en mettant à profit cette masse grasse. Exact. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu mentionnes Brad Schoenfeld, finalement, les meilleurs pour garder du muscle sont aussi ceux qui sont bons pour le stimuler. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la même quantité de travail qui est nécessaire pour stimuler le muscle ou pour le maintenir, parce qu'on sait que certains sportifs arrivent très bien à gagner, à garder certains niveaux en s'entraînant des fois juste 1 à 2 fois par semaine. Mais si on a l'habitude de s'entraîner 4 fois par semaine, il faut probablement s'entraîner en tout cas 3-4 fois pour progresser, et plutôt 1 à 2 fois pour se maintenir. Mais donc, maintenir le muscle en sèche, ça ne demande pas un entraînement forcément aussi poussé, mais il faut clairement un minimum. Il faut clairement dire aux muscles un message aussi clair que « Hé mon gars, on sait c'est la crise, on n'a pas assez de calories, Ok. mais reste là, on a D'accord. besoin de toi. » Ouais. Et ça, c'est la musculation. Donc il Ouais. faudrait une intensité qui soit assez élevée. Exactement. On Et, parle de tension mécanique, si on veut le terme, mais donc une intensité, il faut travailler quelque part dur. Ouais. On va entendre ce terme. Pourquoi? Parce que avant on entendait volume et répétition et temps de repos. Oui. J'ai eu une petite altercation avec une examinatrice d'un étudiant en BPGEPS. Mais je sais que maintenant que le bouquin vient d'être traduit par les éditions Fort Trainer, salut Laurent, un petit bisou, on va entendre ces termes. On a commencé à les entendre sur YouTube, mais tension mécanique, dommage métabolique. En fait, quelles sont les adaptations qu'on veut voir en place ou quels sont les stress qu'on veut voir apparaître dans un programme pour créer l'hypertrophie? C'est varié, mais il n'y en a pas non plus 100 000. Par contre, si tu veux créer un programme, tu as 1000 combinaisons possibles pour faire l'hypertrophie. C'est ce que prouve Brad Schoenfeld en fait. Et il y a quand même des choses qu'on doit retrouver dans un programme qui veut maintenir l'hypertrophie ou qui veut maintenir la masse maigre ou créer de l'hypertrophie. Et c'est donc ce fameux terme tension mécanique que Brad utilise. Donc ça c'est cool. On va le retrouver un peu plus maintenant, je pense, dans tout ce qui est social media, etc. Et tu en parles déjà donc, dans le bouquin parce que tu cites pas mal de... En fait, tu cites toutes tes revues ou tous tes écrits scientifiques à chaque fois. Ça, c'est un petit peu la particularité Je pense que c'est important. du Ouais. bouquin aussi. Ouais. Parce que tu es dans le domaine des sciences. Tu nous parlais de stress.
Et je trouve que c'est hyper paradoxal la perte de poids, parce qu'on parlait de la norme. Les gens veulent perdre du poids. Donc s'ils veulent perdre du poids, c'est que visiblement on a une société qui est souvent en excédent, qui est souvent... qui en tout cas a un corps enfin, on a des personnes qui ont des corps qui les satisfait pas. Ouais. On a aussi des médias qui poussent vraiment au régime pour te montrer à quel point t'es moche quand t'es pas shredded. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le corps déteste perdre quelque chose, tu le disais tout à l'heure, et les gens se sentent pas forcément bien quand ils sont en déficit calorique, malgré qu'on essaye d'éliminer un excédent, et le corps veut retourner à la norme. Comment t'expliques qu'on est une société qui est facilement finalement en surpoids? Qui a une norme plus élevée finalement. Ouais. Alors, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre avec un seul critère, mais on essaye depuis des années de répondre avec un seul critère. Par exemple, des gens vont pointer du doigt, ah c'est le fructose, mince, bon, ça marche pas. Oh, ça doit être le sucre en général, ah, bon, mince, ça marche que partiellement. Ah, ça doit être uniquement les graisses, ah, mince, ça marche de nouveau pas. C'est la sédentarité. En fait, c'est un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que on ne peut pas pointer un seul truc, mais il y a plein de choses qui peuvent potentiellement augmenter les tendances, on va dire, spontanées du corps à augmenter de la graisse. Et si le corps régulièrement perçoit qu'il est dans une situation où il ne doit pas gaspiller de l'énergie, mais ça doit être une bonne stratégie concrètement de continuer d'en accumuler. Donc quelque part, on doit avoir quelques signaux qui sont un peu déréglés. Et au final, avoir cette fameuse balance calorique qui est un petit peu supérieure. Donc c'est un petit peu comme si je disais deux choses. Un, on a un banquier qui gère un petit peu différemment sa banque. Donc en termes d'entrée et de sortie, si on prend un exemple très simple. Et deux, on est dans une situation d'opulence où c'est très facile d'accumuler plutôt que de dépenser davantage. Donc c'est sûr qu'on va avoir des discours assez simples qui vont dire, bon voilà, prenons un Américain typique, regardons le nombre de pas qu'il fait par jour et regardons la taille des portions et puis l'opulence des fast-food autour. Le mélange des deux, évidemment, ça fait jackpot, il n'y a quasiment aucune chance à part accumuler de la graisse. Ça, c'est la manière assez simple de voir ça. Après, il y a d'autres manières un peu plus précises, mais ça devient plus compliqué de l'aborder, notamment par rapport à la qualité de certaines graisses qui ont tendance à s'accumuler davantage avec l'âge, qui sont plus difficiles à mobiliser. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a le manque de sommeil aussi qui rentre dans l'équation, il y a l'augmentation du stress. Donc c'est un petit peu comme si on disait, c'est dur de stabiliser le poids quand on n'est pas stressé, et ensuite on met le stress potentiel au boulot, le stress potentiel de personnes qui n'arrivent pas à dormir, le stress potentiel du fait d'avoir toutes ces publicités qui nous font culpabiliser, qui nous font entrer dans des méthodes totalement inappropriées, on fait que faire le yo-yo et puis on est une espèce de machine à perdre de la graisse pour la reprendre juste après sans apprendre quoi que ce soit. On nous vend du rêve avec des publicités, on est perturbé dans tous les sens et concrètement on peut vraiment voir l'organisme de base qui essaye au centre de trouver son équilibre et qui a contextuellement aucune chance de trouver son équilibre avec tous ces différents stimuli. Okay. Et donc c'est un peu plus complexe que c'est ce point précisément, mais au final c'est simple. On est anormalement stressé tout autour et on est anormalement poussé à faire des choix qui ne sont pas cohérents avec notre organisme. Ouais. Donc voilà, tout ça en pratique, bien sûr on pourrait dire, bon bah on mange trop, on bouge moins, c'est vrai fondamentalement, mais quand on dit ça, j'ai un problème avec cette phrase, il faut juste bouger plus et manger moins, parce que si demain je veux monter l'Everest et toi tu m'expliques comment faire, tu me dis, alors écoute, tu marches et tant que ça monte, tu vas finir en haut. Fondamentalement, tu as raison. Mais tu ne m'as pas aidé du tout à grimper l'Everest. Et c'est ça le problème, c'est que faire de nous des professionnels en disant, en tant que coach, il suffit de manger moins ou bouger plus, ce n'est pas aider la personne à comprendre ce qui la stresse et ce qui perturbe son équilibre. Et voilà, ça c'est un truc que je voulais rajouter parce qu'on a tendance à être un peu dogmatique par rapport à ça, et même si c'est vrai, ça n'aide pas la personne. On parle du stress du boulot, on parle de beaucoup de petits stress. Je ne pense pas qu'il y ait de gros stress. C'est un avis personnel, c'est pas le mien d'ailleurs, c'est un avis que j'ai encore volé à quelqu'un. Je pense que dans une société où tu sais que tu vas manger, on est des sociétés qui on a de la chance, genre on sait qu'on va manger ce soir. Nos stress sont quand même différents, on est plutôt en sécurité, on a tous des toits, enfin, pour ceux qui sont pas SDF, et je pense que les stress sont des stress bien spécifiques, c'est des petits stress, c'est des espèces de petits moustiques autour de nous là, et plein de petites piqûres les unes à la suite des autres. Tu t'en parles dans le bouquin de ces fameux stress, mais il y a quelque chose dont on parle un petit peu moins, et je pense que c'est lié aussi aux industries, aux industriels. C'est mais finalement en fait, quel est notre rapport à la bouffe? Et je pense que là-dessus, on est complètement déréglé. Si on n'avait pas de rapport problématique avec la bouffe, on devrait pouvoir le prouver facilement.
Et parfois, quand tu demandes aux gens, est-ce qu'ils en ont conscience? Ok, est-ce que tu as un problème avec la bouffe? Non? Ok. T'as pas de problème avec la bouffe? S'il te plaît, mange le même repas cette semaine, tous les jours, aux mêmes heures. Non, c'est pas possible. Ou alors enlève ça de ton alimentation, juste pour voir, une semaine. Non, ça c'est pas possible. Et je pense que derrière le caractère nutritif de la, de l'alimentation se cachent souvent des problèmes émotionnels. Et on a un rapport avec la bouffe depuis la plus tendre enfance qui est terrible. Je peux voir ma mère ouais, qui est donc maintenant grand-mère, et qui dit à ses petits-enfants, c'est les enfants de ma sœur, qui leur fait exactement ce que ma mère, pour les raisons pour lesquelles ma mère engueulait ma grand-mère à cette époque-là. C'est-à-dire, oh les enfants, tu vois, passer l'émotion par la bouffe. Prenez du chocolat, prenez du sucre, oh c'est bien, mamie, elle vous aime beaucoup. Et ma sœur rentre derrière, elle va péter un câble avec ma mère, parce que en fait, tu es en train d'apprendre à tes enfants que ils vont être sages, ils vont avoir du sucre. Le sucre, c'est bon, ils peuvent se reposer devant la télé. Tu vois, c'est tout ce genre d'imbrication émotionnelle. Et je pense que notre rapport à la bouffe est déréglé. C'est plus un problème de je mange parce que j'ai faim, c'est je mange parce qu'il se passe quelque chose. Ouais, quand on sort de ce cadre, d'ailleurs il y a des termes qu'on utilise très volontiers dans la littérature, on parle de mindless et mindful eating, en français ça veut dire manger quelque part en conscience ou manger inconsciemment. Ouais. Euh, Quoi de plus facile que de manger inconsciemment finalement? Je commande une pizza, elle est livrée chez moi, je regarde ma série préférée, je mange, j'aurais pas fini ma pizza, mais comme il y a un deuxième épisode, parce qu'en général on a de quoi faire, eh ben, clairement on finit la pizza, mais en termes d'équilibre entre On a les pris le dépenses coca et les avec, apports, oui, parce qu'il y a le coca j'en après parlais, pour faire ouais. passer le... Exactement. Donc en fait, c'est trop facile de manger inconsciemment. Ouais. D'ailleurs, il suffit de pas grand-chose pour se dire, ah là, j'ai pas le temps, mais il faut quand même que j'avale quelque chose, parce que sinon je vais pas me sentir bien, je vais avoir mal à la tête. Et du coup, on mange juste pour combler un manque qu'on interprète que trop mal, Ouais. comme tu le dis. Et on fait tout trop rapidement. Bon, indépendamment du côté nutrition, on pourrait parler de l'urgence de ralentir, mais dans notre mode de vie en général. Mais pour la nutrition, c'est tout autant valable. Et puis là, on fait facilement n'importe quoi. Dans l'urgence, on dit vite fait, bien fait, c'est très rare. Par contre, vite fait, mal fait, même si c'est pas l'expression consacrée, c'est très facile. Dès le moment qu'on est un peu dans l'urgence, on réfléchit moins. Malgré tout, dans le bouquin, tu conseilles aux gens d'essayer les choses, de s'approprier leur diète et finalement de te tenter. Parce que ce que certains appellent parfois un régime, moi j'appelle ça une tentative, de prendre conscience un petit peu Très de, intéressant. de... Bien sûr que je veux pas que les gens enchaînent les régimes, mais parfois je pense que c'est très utile de commencer à savoir où t'en es. Ah mais c'est ça une portion normale? Ah mais c'est ça une quantité suffisante? Et tu t'expliques quand même aux gens comment pas se planter en essayant pour pas faire comme les 9 sur 10. Quel est le dernier conseil que tu pourrais conseiller à ceux qui vont tenter de perdre un petit peu de poids pour s'aider? Hmm. Alors, si c'est le dernier conseil, je proposerais aux personnes d'essayer, justement, tu as parlé de tentative et ça, je trouve ça génial, mais d'essayer pour une fois d'être vraiment totalement honnête et transparent avec leur approche. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas, oh, je vais essayer un truc et je vais juste faire le plus dur possible et regarder jusqu'où ça me mène, mais vraiment essayer de trouver un plan, de s'y tenir et de mesurer les progrès. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on est tous extrêmement durs avec nous-mêmes. Et quand on dit, ah, j'ai l'impression de ne pas progresser, des fois, il aurait suffi de prendre un mètre, de mesurer le tour de taille, de voir, j'ai perdu 3 Ok. cm de tour de taille. Et donc, en fait, pour éviter les erreurs, ce serait juste savoir qu'on n'en a pas fait finalement. Ouais. Donc voilà, avoir des mesures objectives. Et puis bon, il y en a une que je viens de donner ici, le tour de taille. Ça paraît tout bête, mais vérifier que ce qu'on fait fonctionne tout simplement, avec des mesures qui sont autres que je me critique moi-même et je serai toujours trop dur avec moi-même. Ouais. De toute façon, si tu te regardes de jour après jour, tu as du mal à quantifier une amélioration. Je sais qu'on est un petit peu pris par le temps, il nous reste à peu près 7-8 minutes. Et je voulais parler un petit peu d'autre chose, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui tient à cœur. C'est justement la capacité à produire soi-même Ouais. et d'une bonne manière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors avec grand plaisir et je te remercie pour cette possibilité d'en parler parce qu'effectivement ça me tient à cœur. Mais ça me tient à cœur pour une raison qui est assez simple en fait, c'est quand on regarde le contexte actuel et puis ce qui se passe lorsqu'on laisse vraiment l'industrie faire ce qu'elle veut par rapport à notre propre santé. On se dit quand même que, ouais, je vais être un peu informel, on se fout pas mal de notre gueule, excusez-moi pour ce terme, mais en gros, comment est-ce qu'on peut faire mieux sans pour autant que ça nous coûte extrêmement cher? Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit le jour où vous faites pousser votre argent, c'est comme vous faites pousser votre nourriture, le lapsus, c'est comme imprimer votre propre argent. Et donc non seulement pour nous, quelque part, se reconnecter à la base et se dire bon, on est capable de faire pousser les choses facilement, il suffit d'un petit jardin, il suffit de se rapprocher un petit peu, mais si on est en ville, l'autre démarche qu'on peut faire, c'est
aller serrer la main de la personne qui nous nourrit. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on achète quelque chose en supermarché, personne n'est responsable de quoi que ce soit. Les choses sont là, leur but c'est d'être sur l'étalage, d'être vendu et puis d'être consommé ou jeté. D'ailleurs, peu importe, tant que c'est vendu. C'est un peu cynique, mais voilà. Alors que quand on crée à nouveau une connexion et qu'on a la possibilité d'aller chercher, il y a les AMAP en France, il y a plein de possibilités d'aller au marché, de demander à la personne qui vient au marché comment vous avez nourri vos bêtes, comment ça se passe avec ces fruits, ou même d'aller directement une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, voir comment ça se passe là où on va acheter nos aliments. Ça peut changer la totalité. Donc c'est quelque part juste créer à nouveau une connexion honnête, vraie, humaine, avec les personnes qui nous nourrissent, et ça peut changer quasiment tous les problèmes qu'on a actuellement, parce que plus personne n'est responsable de rien, et pour qu'on soit à nouveau responsable, il faut avoir une responsabilité par rapport à des personnes qu'on connaît. Donc si on se connaît bien, on est dans le même village, je te fais un sale coup, Ouais. tu vas te souvenir de ça, et puis quelque part c'est moi qui vais en payer le prix. Dans notre monde actuel, plus personne n'est responsable de rien, et donc tout est possible à part l'entretien de la santé. Donc voilà un peu le résumé de ce côté-là. Si les personnes veulent se mettre à la permaculture, c'est le terme, maintenant tu t'es approprié l'outil, tu te mets à la permaculture, c'est ce que j'ai compris. Alors oui, la permaculture, ce serait une définition un petit peu plus large. L'idée, dans perma d'ailleurs, il y a permanent. L'idée, ce serait de tendre vers une agriculture qui peut rester sur la durée, ce qui n'est pas ce qu'on fait actuellement. Pour le cas de la France, pour donner un terme technique, on est très bon pour le rendement à relativement court terme. On utilise ce qu'on appelle la pétrochimie ou l'agriculture dite conventionnelle. En gros, on s'en fiche un petit peu du sol, il est juste là pour faire pousser. On rajoute ce qu'il faut, ce qu'on appelle NPK, donc azote, phosphore et puis potassium en quantité suffisante. Les plantes poussent, mais le sol est mort. Donc en fait, ça ne dure pas. C'est-à-dire pendant un moment, puis ensuite le sol n'existe plus, on passe ailleurs, et puis voilà. La permaculture va donc un poil plus loin et permet de maximiser le rendement. Donc ça reste quelque chose de très rentable d'un point de vue quantité de nourriture qu'on peut obtenir, mais c'est avec la nature. Donc la grosse différence, c'est qu'on a l'humilité de se dire que la nature a déjà des solutions, et il faut accepter d'ouvrir le bouquin de la nature et dire « Ah tiens, c'est quand même incroyable, on n'a pas besoin de rajouter de pesticides parce qu'il y a tel animal qui peut remplir ce rôle. Ah, mais on n'a pas trop de moustiques, on n'a pas assez de grenouilles. » Je dis des petits trucs bidons, mais en fait, tout s'équilibre, et s'équilibre infiniment mieux que ce que n'importe quel humain pourra imaginer. Parce que la nature est beaucoup, beaucoup plus développée que notre potentiel à essayer de la remplacer avec de la pétrochimie. Donc voilà, ça ce serait plutôt la permaculture. Je sais pas si tu connais Mike Dolce, de Dolce Diet. Comme ça me dit rien, mais peut-être que je vois quand même qui c'est. Il est très proche de ce courant-là, et dans sa diète, il propose finalement de finalement se nourrir d'aliments qui proviennent du sol, mais de sol fertile. Ouais. Et il explique que la qualité nutritionnelle n'a rien à voir entre un aliment qui aurait... un type d'aliment qui aurait poussé, qui aurait été élevé, toutes ces choses-là. On peut parler du sol, on peut aussi parler de la poule qui va être en plein air, etc. Ouais. Et justement, tout doit pour lui sortir de là. Ouais. Et aucun aliment doit être transformé avant d'être transformé par la personne qui va le cuisiner, entre guillemets. Et donc tu oublies les aliments transformés, tu oublies tout ce qui est industriel. Et il veut un retour à cette proximité-là, et justement en plus une culture beaucoup plus saine et naturelle. Et il y a quelque chose qu'il a en commun avec toi finalement, c'est qu'il lui, il interdit, il est plus strict, il interdit le cheat meal aux personnes avec qui il fait des diètes. Pourquoi ? Parce qu'il dit tu peux pas tromper ton alimentation. Et c'est une approche très stricte, hein. Je suis d'accord avec toi. Et toi, tu parles de refeed qui est beaucoup plus sain pour permettre de stabiliser une perte de poids ensuite, de l'amener sur le long terme. Et lui, il a raison, il est plutôt strict, mais psychologique. Il te dit, tu peux pas croire des gens qui trompent. Le mec qui trompe sa femme, je le crois pas. Le mec qui trompe, les électeurs, je le crois pas. Et donc je peux pas croire les gens qui trompent leur bouffe. Parce que cheat meal, c'est tromper son repas. Il le dit, je pense, avec un peu d'humour, mais ce qu'il explique, c'est que on devrait prendre possession aussi des cheat meals. On devrait prendre possession des cheat meals, et par exemple avec les enfants, quand on a des enfants, on devrait plutôt leur dire ok, aujourd'hui on va pas aller péter le McDonald's. Aujourd'hui, vous allez cuisiner avec papy et mamie. Aujourd'hui, vous allez cuisiner avec maman et papa, et on va faire un truc qu'on va pouvoir ensuite apprécier. On va aller chercher ce qu'il faut pour le cuisiner, et on va faire quelque chose ensemble. Et
je sais qu'il y a beaucoup de thèmes comme ça qui ressortent dans ton bouquin, le fait de faire des choses, le fait de créer, le fait de pas non plus être dans l'ennui et l'ubérisation, d'aller chercher des choses directement à portée. Tu parlais de l'opulence. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui te viennent en tête quand vient les habitudes des gens? Des choses que toi t'as cassées complètement. Il y a des barrières que t'as enlevées. Ça sera sûrement l'une des dernières questions. Il nous reste 2 minutes. Pas de souci. Alors, dans les grosses barrières, je dirais pour réussir une perte de poids, c'est pas vous, c'est votre entourage. Pour caricaturer, pour donner un truc tellement clair qu'on peut pas se planter, si on apporte à quelqu'un qui se met dans une grotte ce qu'il doit manger, il va perdre du poids parce qu'il n'y a aucun facteur potentiellement risqué autour de nous. Des fois, les pires échecs viennent simplement d'une personne qui nous dit constamment ah mais arrête, tu es en train de te faire du mal à perdre du poids trop vite, mais t'en as pas marre de prendre soin de toi, déconne un peu, il faut bien vivre. Toutes ces phrases-là qu'on entend chez des personnes qui elles-mêmes n'arrivent pas à avancer, qui doivent projeter ces choses sur nous, je dirais s'éloigner des personnes toxiques par rapport à notre objectif. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut pas dire devenir têtu et se dire je fais mon truc à ma manière et faire une monodiète de pommes jusqu'à ce qu'on perde 18 kilos, ce qui serait pas très malin. Winning. Mais comme ça, voilà, la personne effectivement, elle aurait été suffisamment têtue pour aller vers son objectif, mais c'est de repérer assez vite les personnes qui nous ralentissent mais qui sont finalement pas bienveillantes. Alors c'est très dur de le repérer au début, mais une fois que c'est fait, après ce tri-là, c'est incroyable comme les choses deviennent plus facile. Ouais. Et parfois la bienveillance est malveillante comme trop de sucre à ses petits enfants, et parfois il faut une petite discussion pour expliquer en quoi on est contre le fait que nos enfants aient trop de sucre. Tu vois, je pense à ça, je pense à ceux qui veulent faire passer les émotions. Peut-être qu'il serait mieux de parler avec ses petits enfants et de se dire à quel point tu les aimes plutôt que de leur filer du sucre en masse. L'exemple de ta maman, ouais. Ce qui est paradoxal parce que ma mère m'a fait manger des fruits et des légumes toute ma vie et pas de sucre. Comme quoi on change avec l'âge. Dernière question. Si tu avais l'occasion d'appeler le Will de son adolescence, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors là, on rappelle, tu as 31 ans. Ouais, donc ça fait quand même un petit moment. Il y a 15 ans. Là. Et si tu avais l'occasion de lui donner un coup de fil, finalement, qu'est-ce que tu lui dirais pour la suite? Alors, je lui aurais dit, je pense, la phrase que je répète le plus en ce moment, c'est d'essayer d'aller au bout de la démarche, finalement, en allant serrer la main de la personne qui nous nourrit. Ça veut juste dire essayer de voir le bout de toute la chaîne de production. Donc, ce serait pas forcément la même phrase, mais vraiment essayer de reconnecter, d'aller chercher la petite bête dès le début. Okay. En gros, j'aurais été encore plus un chieur à l'époque, beaucoup plus vite. Je pense sceptique, enthousiaste. Donc voilà, je pense que c'est ça que je conseillerais. Moi, j'étais ravi de faire le podcast avec le chieur sceptique enthousiaste de Genève. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Je sais qu'en termes de temps, c'était coton. C'était pas facile, mais tu nous as accueillis avec grand plaisir pour nous. Et merci à toi. Je sais que tu viens à Paris bientôt, donc est-ce que tu peux nous rappeler les dates du séminaire? Ce sera le 1er et le 2 juin. Par contre, c'est uniquement pour les coachs. Ça veut dire que là, ce sera pour l'hypertrophie, mais avec une optique qui ne sera pas abordable pour les personnes qui ne font pas de sport du tout. Il faut déjà un niveau de coach. Et tu as un module qui démarre dans quelques jours? Et demain, il y a ma première formation qui sort avec une personne qui est sur les réseaux, s'appelle Mr. Way ou The Fitness Way, et on sort la première formation en ligne, et c'est demain que ça sort. Ce sera le 10 mai à 20h, et on va avoir 6 modules placés sur 6 mois, et proposer notre manière de voir la nutrition, sans que ce soit un diplôme d'état bien sûr, mais au moins apporter notre contribution au partage de ce côté-là. Ok, merci à toi et bonne continuation. Merci infiniment, à bientôt, c'est cool. Bientôt.